Bonjour à tous, moi c'est Marion. Me voici aujourd'hui au Musée d'Art de Nantes pour vous faire visiter une nouvelle exposition d'art contemporain. Cette exposition inédite, en collaboration avec le Buffalo Academy Art Museum aux États-Unis, explore les liens entre art optique et art des nouveaux médias des années 1960 à nos jours. Réunissant plus de 80 œuvres, le parcours met en lumière comment les artistes ont intégré les nouvelles technologies dans leur processus de création. Cette exposition donne à voir un art en mouvement, littéralement. Petit point définition. L'art cinétique, ce sont des œuvres d'art, principalement des sculptures, qui bougent par elles-mêmes ou grâce à un moteur. Prenons l'exemple de l'un des 15 chronos de Nicolas Schoeffer, ici le 8e. Ce n'est pas juste une sculpture, c'est une œuvre qui semble danser. Une danse entre la mécanique et l'humain. Certaines sculptures utilisent l'énergie du vent, du soleil, et d'autres sont totalement interactives. Elles réagissent à notre présence. On est ici à la frontière de l'art et de la machine, c'est ce qu'on appelle l'art cybernétique. Et puis, l'art évolue. Un jour, l'artiste Jacob Agam se dit « Et si le mouvement venait du spectateur lui-même ?» Pas besoin de moteur, juste un regard, un déplacement, une interaction. L'œuvre devient mouvante parce qu'on la regarde et le spectateur assiste à la métamorphose visuelle de l'œuvre. C'est à ce moment précis que naît l'op art, un mouvement qui, comme l'art cinétique, repose sur des illusions d'optique, fusionnant art et science dans une expérience unique. L'op art nous montre que, contrairement à ce qu'on pensait auparavant, le mouvement peut aussi prendre vie à travers le regard du spectateur. Beaucoup d'artistes se sont amusés, et je pèse mes mots, à nous donner littéralement mal à la tête. Et chacun à sa manière, avec ses propres astuces visuelles. Il y a ceux qui jouent avec la lumière et le mouvement mécanique, par exemple Heinz Mack, dont les œuvres déforment la lumière à travers des éléments en rotation, si bien qu'on ne sait plus si l'œuvre tourne vraiment ou s'il y a du liquide à l'intérieur. D'autres préfèrent les jeux de lumière plus subtils, comme Luis Tomasello, qui fixe au mur des petits cubes blancs, tous identiques. Mais surprise, seules les faces cachées sont colorées. Résultat, la couleur n'est visible que par réflexion. C'est la lumière elle-même qui dessine l'œuvre. Parfois, on pense être face à une peinture, jusqu'à ce qu'on s'approche. C'est le cas avec Vittor Vasarely. De loin, c'est net, graphique, très pictural. Et pourtant, ce ne sont que de simples morceaux de papier imprimés en sérigraphie, collés sur une plaque de contreplaqué. Un pur jeu d'assemblage qui trompe notre regard et transforme une surface plane en illusion de profondeur en alternant couleurs chaudes et couleurs froides. Aussi, toutes ces formes géométriques m'évoquent l'alphabet inventé par le peintre Auguste Herbin. Mieux encore, ça ne vous rappelle pas la pochette de disque de l'album Space Oddity de David Bowie? C'est normal, c'est Vasarely qui l'a imaginé. Et puis il y a ces œuvres qui apparaissent, puis disparaissent. Jesus Raphaël Soto juxtapose des tiges métalliques devant une trame. En bougeant, certaines lignes s'effacent, d'autres réapparaissent. C'est comme un voile mobile, notre regard est toujours en train de réajuster. Certains artistes sont malins, ils utilisent simplement ce qu'ils ont sous la main pour nous tromper visuellement. C'est le cas de Nicolas Chardon. Il part d'un tissu à carreaux tout simple, tendu sur un châssis, et s'en sert comme grille pour peindre. Résultat, une composition qui semble onduler, bouger, alors qu'il n'a fait que suivre les lignes du tissu. Simple, mais redoutablement efficace. Et parfois, l'effet est plus radical. Je voyais complètement flou. C'est ce que provoquent les œuvres de François Morlet, avec ses compositions aléatoires de rouge et de bleu. Pourquoi ? Les couleurs sont inspirées du bottin, l'annuaire téléphonique du Maine-et-Loire. Un chiffre pair, c'était du rouge. Un chiffre impair, c'était du bleu. L'objectif était de tout faire pour que le moins possible dépende de lui et pour que son art soit le plus impersonnel possible. Le contraste est tellement violent que mon œil n'arrive pas à faire la mise au point. Alors oui, à travers mon objectif, ça ne se voit pas trop, mais en vrai, je vous promets, c'est flou, très flou. Et franchement, moi, ça m'a littéralement donné mal à la tête. Cet artiste en est d'ailleurs le spécialiste, comme ici, où il décide à l'avance comment il va placer chaque élément. Il s'impose des règles pour ne pas laisser trop de place à son intuition ou à son instinct. Évidemment, il y a également des femmes dans ce mouvement comme Bridget Riley, qui sera une source d'inspiration pour les pionniers de l'art numérique, comme Elia, également présente dans cette exposition, à travers ce diptyque intitulé « Hommage à Bridget Riley ». Impossible non plus de ne pas évoquer Vera Molnar, qui utilise la programmation informatique pour explorer les possibilités formelles du carré et faciliter ses recherches sur l'aléatoire.
Pourquoi le carré ? Parce que c'est une forme facile à travailler en informatique. Ces recherches ont une influence majeure sur le design d'interface, la visualisation de données et l'art numérique. Tous ces artistes se connaissaient au moins de vue et énormément d'entre eux étaient des graphistes de profession, ce qui explique pourquoi la géométrie et la recherche formelle des œuvres est si importante. Les années 60, c'est aussi un moment charnière où les artistes se mettent à explorer autrement les matériaux industriels déjà existants, mais détournés au service de l'art. La peinture acrylique, par exemple, révolutionne la pratique. Elle sèche vite, permet des superpositions nettes et change complètement le rythme de travail. L'aluminium, le plexiglas ou encore l'acier poli, qu'on connaît pour ses propriétés anti-rayures ou anti-corrosion, deviennent de nouveaux terrains de jeu. Leurs reflets, leur transparence, leur légèreté, tout ça devient matière à expérimenter. Regardez cette œuvre de Rouleau-le-Parc justement. À première vue, on dirait une sculpture en mouvement hyper complexe. Et pourtant, c'est juste une plaque de métal martelée, pliée en deux, dans une caisse à rayures. Ici, l'illusion est totale. Mais aujourd'hui, on vit dans un tout autre monde, celui du numérique. Jusqu'en 1976, il n'y avait pas d'écran d'ordinateur. Et cette exposition nous montre aussi comment les artistes ont su s'emparer des nouveaux outils, de l'écran, du pixel et du code. Ryoji Ikeda, par exemple, avec Datatron, nous plonge dans une mer de données binaires. Chaque pixel est le fruit d'un calcul mathématique. Tout est codé, mais l'effet est étrangement poétique. On est face à quelque chose de purement numérique, et pourtant moi j'ai eu l'impression de contempler un paysage. Le titre Datatron d'ailleurs évoque à la fois le système d'exploitation japonais Tron, mais aussi le film Tron, l'un des premiers à utiliser la modélisation 3D. Un monde où l'humain est aspiré dans la machine. Ça vous rappelle Matrix ? Moi aussi. Le pixel devient alors un motif artistique à part entière. Raphaël Lozano-Hémer génère aléatoirement une couleur pour chaque pixel. Plus il y a de pixels, plus les couleurs se mélangent et finissent par donner du gris. Et là je me suis dit peut-être que c'est pour ça que le gris nous entoure autant, dans nos vêtements, nos villes, nos écrans, comme un bruit de fond visuel de notre époque. Et puis il y a les pixels qui prennent corps, en volume. C'est ce que propose Angela Bullock dans Disco Floor Bootleg 16, une sorte de piste de danse pixelisée où la lumière module les volumes. Ça m'a immédiatement fait penser à Go-Go Dancing Platform de Félix González Torres. Une œuvre minimaliste mais rythmée par une musique en boucle, comme un sample électronique qui revisite les codes de l'abstraction géométrique en version club. Alors, art optique, art cinétique, art numérique, peu importe le médium, tant que les artistes continuent à défier notre regard. C'est peut-être ça au fond le vrai mouvement, pas seulement celui des formes, mais celui de notre œil, de notre perception, de notre époque. Ces artistes nous montrent que voir, ce n'est jamais passif. Et si cette exposition vous donne un peu le tournis, c'est qu'elle a déjà réussi quelque chose. Soyez nombreux et nombreuses à venir visiter cette exposition au Musée d'Art de Nantes. Vous avez jusqu'au 31 août 2025 pour venir brûler vos rétines. Et si vous passez par la gare Montparnasse à Paris, n'oubliez pas de lever les yeux et d'admirer les fresques de Vasarely. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et surtout à la partager autour de vous. C'est le meilleur moyen de soutenir mon travail. Abonnez-vous au Musée d'Art de Nantes pour suivre leurs prochaines expos et à mon compte pour ne rien rater de mes prochaines visites d'art contemporain.